Bonsoir à tous, ce Flash Info des Alpes a été préparé par le personnel non gréviste. Et à la une de ce mercredi, c'est bien entendu la mobilisation contre la loi travail. Plusieurs manifestations ont été organisées notamment à Grenoble. Environ 5000 personnes se sont réunies en milieu de journée place de Verdun. Beaucoup d'étudiants et lycéens étaient présents aux côtés des syndicats pour dénoncer une réforme qui, selon eux, va dans le mauvais sens. Rien que sur Grenoble, c'est 1300, 1400 jeunes qui se sont réunis ici place Verdun. C'est 6 lycées bloqués, c'est une université aussi qui se mobilise. On va se battre pour le retrait complet de cette loi travail puisqu'elle va tous nous mettre dans la précarité, ceux qui travaillent actuellement et nous dans le futur d'ici 2 ans. C'est Germinal aujourd'hui qu'on veut nous remettre. Des journées de travail à 10 heures, parfois 12, des semaines de travail avec autorisation jusqu'à 60 heures. C'est inadmissible. Rassemblement aussi à Annecy ou encore à Chambéry. Le cortège est parti des éléphants pour rejoindre la mairie par la préfecture. Là encore, beaucoup de jeunes mobilisés. Certains lycées de la ville ont été bloqués. Et hasard du calendrier, la SNCF est aussi en grève pour des motifs internes, ce qui a entraîné une matinée vraiment compliquée pour des usagers qui n'avaient pas prévu. Très peu de trains et des quais déserts. Pour ce mouvement de grève massif des cheminots, la SNCF a mis en place des autocars de substitution. Certains usagers ont donc réussi à éviter la galère. Je suis venue comme tous les jours au boulot normalement et ce soir je repars, j'ai le choix. Voilà, pas de souci. Donc, globalement, pas d'incidence pour vous? Non. Mais pour d'autres, la situation est beaucoup plus compliquée. Je sais pas comment je vais aller au boulot. Vous allez où? Je vais à Genève, donc j'ai 100 km à faire, j'ai pas de moyen de transport autre que le train. Voilà, j'ai pas eu d'affichage en gare hier quand j'ai pris le train. C'est un peu la surprise aujourd'hui quand on arrive. Bon bah voilà quoi. Une journée de perdu. Direction le centre-ville maintenant, des bus circulent et globalement les perturbations sont peu importantes. Alors là, j'en avais aucune idée qu'il y avait des grèves, j'étais pas au courant. Moi, j'ai pris mon bus, j'ai pris l'horaire à 8h40, il était là à 8h40. Bah, c'était bien. Un peu plus loin, les lycéens sont dans la rue et bloquent l'accès à leur établissement. Pas de cours aujourd'hui, l'heure est à la colère et au rejet de la loi El Khomri. Ouverture du procès de Georges Pouille devant les assises de l'Isère. Un procès peu commun. L'accusé comparaît pour le meurtre d'une fillette commis il y a presque 20 ans. Le 26 novembre 1996, à Vorette, près de Grenoble, Saïda, 10 ans, est retrouvée morte dans un canal. Elle a été étranglée. Mais l'enquête ne donne rien. Coup de théâtre bien plus tard, en 2013, un suspect est identifié grâce à son ADN. L'homme habite toujours dans le voisinage de la famille de la victime. Il fréquente même certains de ses membres. Georges Pouille reconnaît d'abord les faits, mais il se rétracte au cours de l'instruction. La famille de Saïda attend d'abord la vérité, explique l'un de ses avocats, maître Lévy Soussan. On sait que pendant toute la durée de l'information judiciaire et quand il est interrogé par les gendarmes, ce garçon s'exprime, il s'exprime longuement, il s'exprime avec des arguments qui vont en son sens et l'attente de la partie civile que je représente, ce n'est pas autre chose qu'il puisse au moins expliquer ce qui s'est passé, parler de lui, parler de sa vie, pour qu'on puisse avoir des réponses aux questions qui se posent dans ce dossier depuis 1996. Enfance difficile, toxicomanie, l'accusé a aussi une pathologie génétique, une dégénérescence des muscles. Enfin, il doit comparaître pour une autre affaire, l'assassinat d'une autre fillette, Sarah, 6 ans, en 1991. Une mort qui va peser sur ce premier procès, reconnaît l'un des avocats de la défense, maître Dreyfus. C'est évident que cette première affaire, on ne peut pas en parler aujourd'hui et pourtant elle est déterminante dans les explications et moi je vais interroger d'ailleurs les experts psychiatres à ce sujet-là. Le procès se déroule dans une atmosphère très tendue. 20 ans ont passé, mais ce procès ravive toute la douleur de la famille de la petite Saïda, morte étranglée en 1996. Dans le box des accusés, l'ancien voisin, 40 ans aujourd'hui, le visage défait, le regard perdu et muré dans son silence. Fait exceptionnel, il a refusé de décliner son identité. La ville et le canton de Genève se sont lancés dans une bataille juridique et politique de grande ampleur contre la centrale nucléaire française du Bugey. Ils souhaitent sa fermeture pour protéger la population. Selon eux, les dangers sont réels en raison de la vétusté de la centrale. C'est l'une des plus anciennes de France. Une plainte contre X a été déposée auprès du tribunal de grande instance de Paris. On écoute leur avocate, l'ancienne ministre française de l'Environnement, Corinne Lepage.
un risque de cumul inondation-tremblement de terre qui n'a jamais été étudié, et donc une centrale qui n'a pas été faite pour ça. S'y ajoutent aujourd'hui des faiblesses de cette centrale parce qu'elle vieillit, qui sont liées à la corrosion de l'enceinte de confinement, ce qui explique que l'ASN n'a pas autorisé le redémarrage du réacteur numéro 5 en décembre. S'y ajoutent des difficultés liées au radier, s'y ajoutent des problèmes liés à la cuve, au circuit secondaire. Donc il y a toute une série de problèmes qui font que, en cas de pépin, c'est une centrale qui peut avoir de très grandes difficultés. Et cette bataille juridique intervient à un moment où l'on apprend que la Suisse, et notamment le canton de Vaud, a investi de l'argent dans la centrale nucléaire du Bugey et se sert elle aussi en électricité. La Suisse qui compte pas moins de 5 centrales nucléaires sur son territoire. Bugey et ses 4 réacteurs nucléaires. La vocation de la centrale est d'alimenter le marché français en électricité, mais dans un paysage européen interconnecté. Bugey fournit aussi de l'électricité nucléaire à la Suisse. Au départ, les tranches 2 et 3 ont été financées en partie par des entreprises suisses. Donc en dehors, ils ont des droits de tirage en énergie en fonction de l'investissement qu'ils ont mis dans la centrale. C'est-à-dire droit de tirage? Ils ponctionnent une partie de l'électricité produite pour fournir l'électricité en Suisse. Le contrat que nous avons pu nous procurer est explicite. Un consortium suisse basé dans le canton de Vaud, voisin de celui de Genève, dans lequel figurent des collectivités, a investi à hauteur de 17% dans le financement des réacteurs 2 et 3 de Bugey. En contrepartie, 17,5% de la production de la centrale est réservée à la Suisse. Des électronucléaires franchissent donc la frontière à des fins lucratives. Et la Suisse a aussi son propre parc. 5 réacteurs plus anciens que ceux de Bugey, et dont certains sont à eau bouillante, la même technologie que ceux de Fukushima. Des réacteurs également cibles du canton de Genève qui refuse tout nucléaire et assume sa particularité au sein de la Confédération. En Suisse, sur les 26 cantons, il y a plutôt des cantons majoritairement en faveur du nucléaire. Mais aujourd'hui, on voit bien, et notamment après l'accident de Fukushima, que les mentalités sont en train d'évoluer. La Suisse n'a pas fixé de durée de vie pour ses centrales, mais elle n'en construira plus sur son territoire. En attendant, elle continuera de se fournir en nucléaire auprès de la centrale de Bugey. Ce soir-là, à Châtel, c'est le grand Charivari, une fête traditionnelle du monde agricole. Comme chaque année, une visite s'impose. Il faut saluer Ginette. Mon petit gamin, tu vas bien? Ginette, c'est un peu l'âme de cette station-village. Depuis 40 ans, chaque soir, elle accueille les clients. Ils sont saisonniers, touristes ou paysans. Ils ont 18 ou 78 ans, mais peu importe. Tous, sans exception, sont ses gamins. Mais derrière l'immense sourire de Ginette se cache une vie entière, faite de bonheur et de larmes. Tu sais, on en a bavé, nous jeunes. Hein? On n'avait pas de sous, on bossait, on donnait... Moi, je gagnais 10 francs, je donnais 10 francs à ma mère. La pauvre, elle n'avait pas de sous. Mon père est mort, j'avais 6 ans, il n'y avait pas de sous, c'était dur. Elle ne fait pas de différence entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Et ouais, elle est très généreuse, elle est très sensible aussi, mais elle ne le montre pas forcément. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est tout. C'est vraiment une belle personne, Ginette. Ginette aime à dire que ses plus belles journées, ce sont ses nuits. Ces heures où tout le monde tutoie tout le monde, dans cet endroit unique où la solitude n'a jamais existé. Ah, moi, c'est clair, s'il a faim, il a une tartine de pain et de fromage. S'il n'a rien à coucher, il y a toujours un lit qui traîne, même les banquettes. Ouais, faut pas laisser les gens comme ça. Dans ce village savoyard, on dit qu'il n'y a pas de soirée réussie qui ne s'achève chez Ginette. À propos d'achever, si vous croisez Ginette, ne prononcez jamais le mot retraite. Il ne fait pas partie de son vocabulaire. J'espère mourir à l'abreuvoir. Je l'ai monté pierre à pierre et brique à brique. Mon abreuvoir, tu y touches pas. Tu me prends l'hôtel, mon abreuvoir, tu y touches pas. Chalet, tends-toi de l'eau. À l'abreuvoir, le temps n'existe pas non plus. Aujourd'hui comme hier, c'est l'accordéon et le baby-foot qui rythment les heures. Et c'est Ginette qui donne le ton. Enfin, la biathlète iséroise Marie Dorin-Habert a été sacrée championne du monde aujourd'hui à Oslo. Elle a remporté l'individuel 15 km devant sa compatriote Anaïs Bescon.
Prochain rendez-vous avec l'information demain à midi avec Daniel Despin. Très bonne soirée. Il y a énormément d'émotions. Évidemment, elles ont pris 15 secondes dans le premier tour et au final, elles se retrouvent avec les...